Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science où aujourd'hui nous accueillons Abder Al-Albani qui nous vient de l'université de Poitiers. Donc Abder, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la découverte des premiers, en tout cas des plus anciens êtres multicellulaires connus que vous avez découverts au Gabon. Donc aujourd'hui on vous invite pour parler de cette faune précambrienne et de parler un petit peu de la façon dont elle s'inscrit en fait dans les connaissances quant à l'évolution des êtres multicellulaires en général. Donc, est-ce qu'on peut commencer éventuellement par un petit historique de votre découverte? Donc, dans quel contexte cela s'est passé? Disons, c'est comme je dirais toutes les découvertes. Quand on est parti, on a commencé à travailler sur le Gabon, on a commencé absolument tout à fait par hasard. Et c'était suite à l'initiative de l'ambassade de France qui voulait absolument qu'on rejoigne un programme de mise en place ou de réalisation d'une carte géologique nouvelle au Gabon par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Qui était qui était une étude qui était déjà en cours. Hein. Et on a été sollicité par l'ambassade de France. Alors pourquoi Poitiers? Parce qu'on a des liens historiques avec le Gabon de point de vue géologique. Poitiers, l'université de Poitiers a formé à titre d'exemple, le premier géologue de l'histoire du Gabon, hein, Monsieur Baird. Et donc, ils ont dit, bah, Poitiers, étant donné qu'elle a des contacts historique et privilégié avec le Gabon en termes de formation, on va les contacter. Donc ils m'ont contacté moi parce qu'ils voulaient un géologue qui s'intéresse aux sédimentaires. Alors il se trouve que quand j'ai reçu le coup de fil, j'étais étonné et puis je me suis dit, bah non, ben c'est vous me demandez de travailler sur des roches très anciennes. Moi, j'ai jamais travaillé. Mon maximum, c'était le Cambrien, c'est-à-dire j'étais autour de 500, 20 millions d'années, mais pas plus. Donc, je ne peux pas aller au-delà. Hein. Donc, voilà, c'était un peu dans ma bulle. On m'a dit 2 milliards 100, vous vous rendez compte, c'est métamorphique, c'est transformé. Non, 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 tu te trompes, ce sont des roches qui sont bien conservées. Débrouillez-vous à trouver un étudiant, une étudiante, et puis on vous aidera avec une bourse de thèse de l'ambassade de France. Donc vous voyez, l'initiative, elle est venue de là. Donc moi, j'ai fait le nécessaire pour trouver un étudiant, donc j'ai trouvé un étudiant, et c'est comme ça, gabonais d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on est parti sur le terrain. Donc on est parti sur le terrain pour faire un travail de géologie sédimentaire afin de reconstruire les environnements de dépôt de l'époque, tout simplement. Donc faire ce qu'on sait faire, description de coupe, échantillonnage, faire un travail de labo, regardant la minéralogie, la géochimie, enfin des trucs classiques, quoi, ni plus ni moins. Donc, vous partiez Et pas à donc, la recherche de faune mais particulière. mais comment on peut réfléchir à trouver une forme de vie? Alors moi, j'utilise pas, juste pour situer le cadre, je n'utilise jamais le terme faune parce que, on en reparlera, on est dans une période cruciale de l'histoire de la Terre et de la vie. On est en train d'assister à une organisation extrêmement sophistiquée et complexe, voilà. Mais on est quand même des gens qui sont absolument prudents en termes d'interprétation. Et donc, on a nos limites en termes de propositions de ces organismes, parce que tout le monde se pose la question, mais est-ce que c'est c'est une faune, c'est une flore, voilà, bon, voilà. Donc, on aura l'occasion au fur et à mesure du débat, de la discussion, d'arriver sur ce plan-là. Tout ça pour revenir à l'histoire. Donc, on est parti là-bas pour faire un travail de terrain simple. Et donc, ce pays-là, c'est un pays équatorial, de la végétation partout. Les seuls endroits où on peut trouver des affleurements, c'est certains bords de collines, de routes, de carrières. Donc, on a eu la chance de rentrer dans une carrière qui est ouverte depuis 25 ans, dans laquelle beaucoup de gens s'en baladaient. Hein, c'est vieille carrière qui était en exploitation. Et donc, c'était en 2000, tout début 2008. Et puis, bon, bah, on est intrigué. Enfin, moi, personnellement, en étant sédimentologue de formation et géochimiste, j'étais intrigué par des formes qui sont bizarres. Ce ne sont pas des formes de faciès connues, mais des formes d'artefacts. C'est des choses extrêmement bien organisées. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien organisé? Il faut faire attention aussi. Il y a des artefacts qui peuvent être bien organisés. Faut vraiment être vigilant. Mais par contre, je ne me suis pas fermé la porte. Et en plus, comme vous le savez, à 2 milliards 100, la littérature est complètement vierge. Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun livre, aucun bouquin, aucune information par rapport à des formes de vie, mis à part les bactéries ou les stromatolites. Point.
Donc, le registre est vide. Cerise sur le gâteau, je ne suis pas spécialiste pour un sou à l'époque. Donc, je suis juste un géologue, sédimentologue de faciès et géochimiste. Mais bon, vous savez, quand on est géologue, on n'est pas chimiste, on n'est pas physicien, on n'est pas matheux, donc on a un outil de travail qui s'appelle l'observation. C'est notre métier à nous sur le terrain. J'ai pris 2, 3, 4 échantillons, 5 photos, je rentre à l'université de Poitiers, je commence à me poser des questions. Le directeur de l'époque, Alain Meunier, est venu me voir, on a discuté. Je lui ai dit, écoute Alain, voilà, je suis allé faire mon travail de géol, mais il y a des choses qui m'intriguent. Et là, je vais prendre un risque. Il m'a dit quoi? J'ai dit, je vais revenir sur le terrain, mois de mars. Donc, je fais une mission en janvier, je repars au mois de mars. Les missions sont coûteuses, sont lourdes. Et j'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai eu des flashs, j'ai vu un truc, j'ai ramassé, voilà les photos, voilà les machins, etc. On a envoyé ces photos à des spécialistes. Certaines répondent, d'autres méprisent, d'autres répondent pas. Enfin bref, voilà. Donc on a vu que bon, les gens sont un peu gênés de voir des choses à 2 milliards. Je suis reparti au mois de mars 2008 et là, on est resté carrément 100% en permanence là-dessus. Et là, je suis revenu avec 250 spécimens. Donc j'ai eu effectivement un doute, mais il y avait le risque de me tromper. J'ai pris ce risque-là. Puis bah, la suite de l'histoire, on en parlera. Donc tout ça, quelle date vous êtes retourné sur le terrain? Alors, la première mission, c'était janvier 2008, ou juste quelques échantillons. On s'est focalisé juste sur les roches, pas sur le reste. La deuxième mission, pour aller confirmer mes observations, c'était dans la même année, mais 3 mois après, au mois de mars. D'accord. Ah, Et ça, c'était un risque qui a été pris, parce que les missions sont très coûteuses. et donc, alors, à partir de là, donc vous aviez les fameuses formes étranges mais organisées de, qui provenaient de là-bas. Donc c'est là que vous avez commencé les analyses pour essayer de déterminer si c'était d'origine biologique ou seulement comment on pourrait appeler ça, des artefacts géologiques. Donc comment vous avez réussi à déterminer, enfin, quels sont les arguments que vous avez utilisés pour Bah, déterminer bah, les que arguments, c'était biologique? voilà, comme je disais au départ, on n'est pas. D'abord, moi-même, je ne suis pas spécialiste des formes de vie de milliards, 100 millions d'années. D'abord, j'en connais pas en France, il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Bon, on commence maintenant nous-mêmes, on est bien formés, on forme d'autres. Donc, on s'est trouvé à un moment où il n'y a personne en France qui est capable de nous aider. Donc, il a fallu demander l'appui du Muséum d'histoire naturelle. Et je suis allé voir M. Philippe Janvier à l'époque, qui m'a permis de contacter, parce qu'il a, il a un réseau de connaissances de très bons scientifiques, et lui-même est un excellent chercheur. Et je le remercie beaucoup parce qu'il m'a mis sur la piste d'un grand paléobiologiste qui s'appelle Stefan Bengtsson et qui se trouve à Stockholm, en Suède. Et donc, il a appelé, je me rappelle toujours de son bureau, pour lui parler en suédois. Et j'étais très surpris que Philippe Janvier parle suédois. Mais en fait, il m'a dit oui, mais j'étais conservateur au Muséum d'histoire naturelle en Suède. Donc, il a un mec polyglotte. Et puis, donc, il a réussi à convaincre ce paléobiologiste avec qui on travaille jusqu'à aujourd'hui. C'est un excellent chercheur qui vient de partir à la retraite et qui nous a formés depuis. Donc, il est venu en France. On a discuté. On lui a montré notre collecte. Et nous, on a commencé à travailler. On a une chance extraordinaire à Poitiers. On a un microtomographe. C'est l'équivalent d'un scanner médical, sauf que c'est plus puissant, plus sophistiqué, et qui permet de voir les objets en 3 dimensions. C'est des rayons X qui traversent un objet. Donc, on est chez un médecin. Puis on veut regarder le cœur, le cerveau. Enfin, voilà. Et donc, ça nous permet de voir les objets en 3 dimensions. On lui a montré ça. On lui a montré tout ce qu'on a ramassé. Et puis, le travail a commencé à ce moment-là. Et l'objectif principal, c'est de trouver des critères de biogénicité. Est-ce qu'on a des critères de biogénicité valables, identifiables, qui permettent de nous dire que ce ne sont pas des artefacts, des objets, etc. Et là, la liste est longue. Donc quels sont-ils ces critères? D'abord, alors, la morphologie, évidemment, la morpho 3D, mais ce n'est pas suffisant, on est bien d'accord. Il faudrait aller plus loin. Donc, au niveau de la morphologie 3D, sur les 250 spécimens qu'on a, les premiers maintenant, on a beaucoup plus, mais le travail continue, on fait une mission de terrain par an, bon voilà. Donc, on a regardé un petit peu si on a une diversité de formes, si on a une représentativité statistique, si on a une organisation morphostructurale externe-interne, et c'est là où, en faisant ce qu'on appelle les coupes virtuelles, évidemment, ce pas des coupes réelles, en faisant une coupe virtuelle à travers des données de tomographie 3D, donc il y a des animations que vous pouvez avoir, il n'y a aucun problème.
on se rend compte que ces organismes-là, dont la taille varie du centimètre à 22, 23 centimètres de dimension, ils montrent des plissements internes. Alors, tout le monde sait ce que c'est un plissement. Un plissement peut être créé par un effet tectonique ou autre, mais là, quand on voit la nature de la matière, on voit très bien qu'autour, on est absolument stable, et ça se focalise juste sur le spécimen, et on voit très bien qu'autour du spécimen, les lamines sédimentaires viennent épouser la forme qui pourrait indiquer une fossilisation précoce, c'est-à-dire très vite. Et donc, vous avez un organisme. Si c'est un organisme organique, qu'est-ce qui va lui arriver? Soit il laisse une trace comme dans les diacariens, tout simplement une empreinte, soit il est transformé en minéral, qui s'appelle la pyrite. Vous savez, les ammonites pyritisées, vous avez plein d'organismes qui se pyritisent, c'est tout à fait classique dans le registre de fossilisation. Et donc, on a cette pyrite qui est là, et heureusement, parce qu'elle nous permet d'avoir une photographie 3D instantanée grâce à l'activité bactérienne qui va venir donc se développer autour des organismes qui meurent sur le fond de l'océan et qui vont biodégrader le spécimen pour le transformer de l'organique au minéral. Et donc, on a cette belle pyritisation. Et pour savoir que c'est une pyrite qui a été formée par biodégradation bactérienne d'un support organique, on utilise ce qu'on appelle l'isotopie de soufre. Et l'isotopie de soufre, c'est quoi? C'est de voir si on a un rapport de soufre 32-34 qui penche vers le 32, vers le 34. Là, je suis simple au niveau de mon explication. Ce qu'on appelle le delta S34. Et donc, en fait, les bactéries ou la vie d'une manière générale préfère tout ce qui est léger, pas lourd. Donc, si vous avez des valeurs de delta S34, c'est-à-dire un rapport 34 sur 32 qui est négatif, ça veut dire que c'est le rapport 32, c'est-à-dire que la vie a beaucoup consommé, ou les bactéries ont beaucoup consommé le 32 que le 34. Donc, ça montre que c'est l'activité bactérienne qui est venue se mettre autour comme un masque, qu'on appelle le masque de la mort, death mask, et qui vient se mettre sur un poisson aujourd'hui au fond des océans. Dès qu'il meurt, hop, les bactéries arrivent, ou même dans les fleuves, ou n'importe, et puis pour le transformer, etc. Et donc, le deuxième critère est un critère géochimique. Le premier critère morphologique, le deuxième est géochimique, et ça nous permet de dire si cette péritisation est une péritisation qui est tout simplement minérale, parce que la pyrite, qui est un minéral fer, composé de fer et de soufre, peut être tout simplement des circulations de fluides dans les roches tardives, enfin voilà. Ça, on le sait, on peut le savoir. Toutes les analyses qu'on a pu effectuer en collaboration avec l'Université de Nancy et avec l'Université et avec Stockholm, le Muséum d'histoire naturelle de Stockholm, montrent très clairement qu'on a des organismes qui ont été formés par sulfatoréduction bactérienne. Prenez une ammonite pyritisée, vous l'analysez, vous aurez les mêmes valeurs isotopiques, ou pas loin, donc très négatives, que les valeurs isotopiques que ce qu'on obtient sur les organismes pyritisés du Gabon. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Hein. C'est une pyritisation qui est faite par sulfatoréduction bactérienne. Et puis, il y a l'histoire du bassin qui est le mieux conservé au monde. Et ça, les gens l'oublient. Mais c'est très important d'être dans un bassin où on n'a pas de tectonique avec une schistosité, où on n'a pas un enfouissement énorme, ça on le sait avec les analyses pétrographiques minéralogiques, et où vous avez des couches qui sont horizontales, parfois légèrement obliques ou monoclinales, et c'est un bassin qui a subi très peu d'enfouissement, et c'est étonnant parce que c'est le seul au monde qui a une aussi belle conservation. Il y a des terrains presque de même âge en Afrique du Sud, mais on a regardé la minéralogie, la pétrographie, ils ont atteint un stade de métamorphisme. Pas très poussé, mais il y a du métamorphisme. Nous, on n'a pas de métamorphisme. Absolument pas de métamorphisme. On a publié pas mal d'articles par rapport à ça. Donc là, ce que je suis en train de vous lister, ce sont les critères de biogénicité tels qu'ils sont définis dans la littérature. Et donc, on a pu répondre à tous ces critères-là. Donc, à partir de ce moment-là, on a une diversité, une représentativité statistique, des analyses qui convergent pour aller vers le bio, pour faire simple. Maintenant, la question qui reste ouverte et sur laquelle on a pas mal travaillé, on a publié un article, comme vous le savez, en 2010 dans Nature et un second dans PLOS ONE, en 2014 qui accentue, qui va plus loin au niveau de l'explication et on parle de la biodiversité à ce moment-là. Et on arrive à ce moment-là à faire des propositions par rapport à ces organismes-là. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sont des organismes multicellulaires complexes.
et qui se sont formés à partir, disons, de la transformation par la sulfatoréduction bactérienne, c'est un support organique, complexe organisé, et il suffit tout simplement de comparer par rapport à ce que pourrait être une colonie bactérienne simple, et vous verrez que la différence est majeure, parce que là, la question qui a été posée, est-ce que ce sont des colonies bactériennes? La question a été posée 1000 fois. Donc, ce n'est pas le problème. On a répondu à cette question. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des microbiologistes, je leur dis, une colonie bactérienne développée dans une boîte de pétri, on voit très bien ce que ça fabrique. En lui donnant à manger des éléments, etc., il faut la nourrir. Et une colonie bactérienne développée dans le système naturel, on voit très bien ce que ça donne. Ça donne des voiles bactériens. Ça pourrait donner des stromatolites, comme on les connaît. Donc, on voit très bien le mode de croissance qui est répétitif, parfois concentrique, de la colonie bactérienne. Hein. Dans la nature, vous en avez des tonnes et des tonnes. Et donc, on voit très bien la différence entre un voile bactérien ou une colonie bactérienne et un organisme comme les nôtres. Les nôtres, ils sont piégés ou je dirais, bien conservés grâce au voile bactérien qui les accompagne. Parce que le voile bactérien, c'est tout simplement des organismes, des micro-organismes qui apportent l'oxygène par photosynthèse, mais en même temps, grâce à leur mucus et grâce à leur sucre, ils préconsolident le sédiment pour le rendre un petit peu compact, et donc ils facilitent la fossilisation. Donc le voile bactérien est formidable, est un allié fort pour ces organismes. Et on voit très bien, on est en train de travailler là-dessus, on a un étudiant qui termine là-dessus, qui débute là-dessus, on a un autre, bref, on a un papier qui est en train de signer, on a une excellente diversité de ces voiles. Donc il n'y a pas de ressemblance morphologique, morphostructurale entre les colonies bactériennes et les organismes. Qu'on obtient, on voit très bien ce qui est capable de construire. Ce qu'une bactérie, une colonie bactérienne est capable de construire. Donc ça, c'est un côté qu'on a pu éliminer comme ça, tout simplement. Après, la question, mais ce que c'est? Alors les gens, ils veulent évidemment savoir, et nous on leur dit, attendez, regardez ce qui se passe avant 2 milliards 100. Regardez ce qu'on trouve avant 2 milliards 100. Depuis 3 milliards 5, maintenant on parle même de 3 milliards 7. Il y a un papier qui est sorti dans Nature il n'y a pas longtemps. Et donc, regardez ce qui se passe avant cette période-là. L'oxygène va augmenter à partir de 2 milliards 4 à peu près, hein, moins. Et nous, à 2 milliards 100, on est à l'apogée de cette augmentation dans le fameux Lumagundi event. Donc, on avait derrière nous 250-300 millions d'années d'augmentation d'oxygène. Est-ce que vous pensez que la Terre et la vie ne va pas réagir à ce changement radical sur 200 millions d'années? 200, 250, 300 millions d'années, c'est la moitié de l'ère phanérozique. Si vous partez du Cambrien à zéro, c'est la moitié. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé sur 250 millions d'années entre le Cambrien et, je dirais, allez, le Trias, où vous avez vu l'évolution. Et là, c'est vrai qu'on est sur des intervalles de temps extrêmement importants, donc on ne se rend pas compte, mais quand même. Donc, si cette augmentation d'oxygène qui est confirmée, tout le monde est d'accord là-dessus, s'est mise en place pendant 250-300 millions d'années, est-ce qu'on présuppose, on estime que la Terre ne va pas réagir? Les éléments nutritifs qui vont bouger n'ont jamais bougé auparavant parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Tout ce qui était collé sur les continents fixés peut bouger. L'altération, le type d'altération, la pluie qui va arriver n'est plus la même. Il y a plus d'oxygène, donc ils vont arriver dans le bassin. Les océans vont prendre plus d'oxygène. Donc il y a énormément de choses que la vie va prendre le temps, à leur prendre son temps, pour qu'elle puisse dire, bon, ben, maintenant, au lieu de rester une cellule seule ou faire une colonie bactérienne, je peux faire des choses, je vais coordonner mes efforts avec ma voisine, cellule, et puis pour essayer de créer quelque chose qui va plus loin qu'un simple, le respect que j'ai pour eux. J'adore les voiles bactériens, j'adore les colonies bactériennes, je le dis toujours à mes copains microbiologistes parce qu'ils n'aiment pas quand je dis une simple, pas simple, c'est juste un terme, une simple colonie bactérienne, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Le travail continue, et puis bah, bon, j'espère qu'on apportera, et on est dessus, d'autres éléments. Et ce que je peux vous avouer là aujourd'hui, c'est que ce qui est publié, ce qui a été publié, ne représente qu'une partie. Le travail continue, et la diversité, elle est plus importante que ce qu'on a publié jusqu'à présent. Et voilà, c'est une stratégie de publication, on viendra avec des choses nouvelles, j'espère, d'ici. Ces formes multicellulaires, ce serait en gros une adaptation au changement de l'écosystème. Ce serait une réponse à ce grand taux d'oxygène qui se sera accumulé. Oui, c'est notre hypothèse, et ça a l'air maintenant de se répandre un petit peu dans pas mal de papiers qui sortent, et pas mal de laboratoires maintenant se rendent compte de ça.
Et donc, euh, et donc pour vous dire, en fait, c'est que nous, on a regardé l'évolution de la courbe d'oxygène depuis l'Archien, hein, depuis 3,5 milliards, et on se rend compte qu'on a très peu d'oxygène jusqu'à à peu près 2,4 milliards. L'oxygène va augmenter jusqu'à 2,1 milliards, 2 milliards où il va atteindre son apogée, mais vers les 1,9 milliard, entre 2 milliards et 1,9 milliard, il va rechuter d'une manière drastique. Et là, on rentre dans la première phase, la vie va disparaître et on va rentrer dans une phase d'extinction. Et cet oxygène va baisser sur à peu près 1 milliard d'années jusqu'au moment où on a le terre boule de neige, le fameux snowball. Et après le snowball, on a réaugmentation d'oxygène et l'apparition de la faune du diacare. Donc si on regarde la courbe d'oxygène, elle fait deux pulses dans le protérozoïque. On a deux pulses. Un vers les 2 milliards, pour faire simple, et un vers le monde des diacariens. Alors moi, la question que je me pose, pourquoi dans le monde des diacariens, on a une adaptation de l'écosystème par rapport aux changements environnementaux, et pourquoi on ne fait pas la même chose auparavant, sachant qu'auparavant, on a pris quand même 200, 250, 300 millions d'années d'augmentation d'oxygène, et pour moi, selon mon point de vue à moi, et selon les analyses qu'on a, le shift est très important parce qu'on part de zéro, dans l'Archéen, zéro, presque zéro oxygène dans l'atmosphère, ou pas loin, pas beaucoup en tout cas, et puis on se retrouve jusqu'à, on parle de 10% d'oxygène dans l'atmosphère vers 2 milliards. Aujourd'hui, on a 22, 21-22% d'oxygène dans l'atmosphère. Vous vous rendez compte, c'est énorme. On a pris presque 50% par rapport à aujourd'hui, évidemment, mais alors on est parti de zéro. Alors après, quand ça chute pas pour atteindre les valeurs de l'Archéen. Ça chute de manière à ce que les océans un petit peu profonds vont être relativement profonds, vont perdre leur oxygène, mais ça va réaugmenter vers le monde des diacariens. Donc il y a une réponse, à mon avis, à ces changements environnementaux très clairs au niveau des diacariens, connus par les diacariens qui conservaient évidemment avec des formes magnifiques. Moi-même, je viens de rentrer d'une mission en Ukraine où on a été en ramasser de très très belles formes. D'ailleurs, certaines formes ont des ressemblances avec ce qu'on trouve au Gabon. Mais je dis aux gens, ah oui, mais les diacariens, on en trouve partout alors que le biotech gabonais, il est qu'au Gabon. D'accord. Est-ce qu'on peut discuter à Agen? Il y a quand même 1,4 milliard d'années de différence. Donc en termes de conservation, je peux vous dire qu'on peut faire des choses. Et de transformation. On a la chance au Gabon de ne pas avoir de schistosité ni de tectonique, ce qui a permis cette conservation. Et si on regarde ce qui se passe dans les autres bassins du même âge, la grande majorité, une grande partie ont subi au moins du métamorphisme faible grade. Donc là, on ne joue pas dans la même cour en termes de temporellement parlant. Et donc c'est normal. Beaucoup de paléoprotérozoïques a été complètement écrabouillé, transformé et bouffé. Et c'est du granit aujourd'hui. Donc il faut tenir compte de cette notion-là. Et surtout, ça c'est la grosse difficulté qu'on a eue quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Je dirais, on a tous chacun son propre dogme. Pardon, j'utilise le terme dogme, mais dans l'histoire qui était écrite, dans les livres, à savoir la vie et Diacara, explosion cambrienne, mais avant, c'est que de la bactérie et des stromatolites. Vous vous rendez compte? Le protérozoïque, ça représente les trois quarts. Vous prenez un cercle, vous mettez une journée de 24 heures qui représente notre planète, la partie protérozoïque représente les trois quarts. Le 25% autre qui reste, c'est dans lequel s'inscrivent les fameux 550 millions d'années ou 520 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc quand même, c'est une grosse partie de notre histoire. Et c'est vrai que le début, bon, bah, on est au début, vers les 4 milliards, 4 milliards 5, bon, la Terre, elle est en train de s'organiser, etc. Et à 2 milliards 100, on est dans ce qu'on appelle le Middle Age of Earth. C'est la Terre moyenâgeuse. Enfin, moyenâgeuse, c'est le terme utilisé par les Anglais. Et la Terre, 4 milliards 5, on est à zéro, entre guillemets. À 2 milliards, on est au milieu, plus ou moins. Donc, on a déjà derrière nous 2 milliards d'années d'évolution et les choses s'organisent. Et l'atmosphère à 2 milliards n'est pas si austère que certains peuvent l'imaginer. Donc nous, on pense que si on sort du dogme et on rentre dans les faits scientifiques basés sur des données, des expériences, et ben le biotech gabonais, il apporte une pièce au puzzle, brique élémentaire, hein, simplement, basée sur des choses concrètes, hein, qui se répètent, représentées statistiquement, etc., et qui nous disent tout simplement, bah, cette période-là, paléoprotérozoïque, à 2 milliards 100,
elle a répondu à cette évolution majeure qui est liée à cette augmentation d'oxygène dans l'atmosphère et qui s'est répercutée, qui s'est matérialisée par ce biota-là, qui se retrouve dans cette fenêtre sur l'histoire de la vie, de la Terre. Et vous prenez Burgess, c'est magnifique. Et Burgess, en termes de conservation, il n'y a qu'un Burgess, il n'y en a pas 500. Hein. Il n'y a qu'un Burgess. Les diacariens, bon, c'est magnifique, mais il y a des spots un petit peu à droite et à gauche. On est à 550, 570 millions d'années. Bon, voilà. Nous, on est à 2 milliards 100. Il n'y a qu'un spot aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais la contrainte, c'est toute l'histoire thermique, tectonique du bassin. Et ce bassin-là, le bassin transmis, est le bassin le mieux conservé au monde. Cet âge-là. Ça c'est même pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature qui le dit. On l'a publié aussi, mais c'est ça qui est extraordinaire. Pourtant, puisqu'on parle des Diacara, justement, enfin, il me semble qu'au niveau des phylogénies moléculaires, au niveau de l'ADN, le signal qu'on a, c'est qu'apparemment, les êtres multicellulaires, d'après l'horloge moléculaire, seraient plus vieux que Diacara. Donc, de toute façon, on a quand même On est descendu à 2 milliards. Hein. Oui, oui. L'horloge moléculaire aujourd'hui, elle parle de 2 milliards. Hein. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis ravi quand je rencontre les biologistes qui travaillent là-dessus. J'ai été la semaine dernière parce qu'il y avait une superbe réunion. Il se trouve que c'était à l'Assemblée nationale, c'est encore mieux, à Paris, en présence de pas mal de biologistes d'horizon. Et puis, il y avait des gens qui travaillent sur l'horloge moléculaire, la génétique. Il y avait des spécialistes du cerveau, de l'évolution, chimie prébiotique, origine de la vie, etc. Et là-dessus, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. L'horloge moléculaire nous parle de 2 milliards. Mais l'horloge moléculaire, encore une fois de plus, c'est un travail de collaboration intense entre les biologistes, avec les modèles qu'ils établissent, hein, et ce qu'on trouve dans la nature, ce qui est conservé, apporté par les géologues ou les paléobiologistes, etc. Donc, c'est un travail de collaboration. Et moi, aujourd'hui, je le constate, il commence à m'inviter à des réunions, des conférences, des choses comme ça, et on se rend compte qu'on a des choses à faire ensemble. Et donc, l'horloge moléculaire, évidemment, elle descend maintenant à 2 milliards. Ça, c'est écrit, il n'y a pas de problème là-dessus jusqu'à nouvel ordre. Hein. La science, pour moi, elle évolue. Hein. Je ne m'enferme pas dans un machin, hein. Je ne m'enferme pas dans un dogme. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a réussi à mener cette histoire jusqu'à présent à bien, malgré les difficultés. C'est que si on avait cru et on s'est enfermé dans le dogme qui est écrit et qui est imaginé par certains collègues, on n'aurait jamais regardé. On n'aurait jamais regardé. On peut dire, mais attends, d'abord, on n'était pas spécialiste. Deuxièmement, à 2 milliards, il n'y a absolument rien. Je ne vais pas m'y mettre, moi, à m'intéresser à ces trucs-là. Et puis, ça reste là comme il est resté depuis pas mal d'années, pas mal de dizaines d'années, parce que les gens n'y croyaient pas. Et quand on a trouvé on a mis à jour ces formes de vie magnifiques, là, on voyait des gens j'ai reçu pas mal de mails ah oui, mais moi aussi j'ai vu dans les années, je sais pas quoi, enfin, passant par là, etc. Bon, enfin, voilà. Donc ça montre tout simplement que les gens ne sont pas fous, ils ont regardé, ils ont vu des choses. Mais après, il faut aller plus loin, après, il faut prendre le risque. Et nous, on a pris le risque. On a pris le risque. Et quand on prend un risque, après, il faut assumer, on a assumé. Ça ne veut pas dire qu'on est applaudi tout le temps par tout le monde. Il y a une certaine fascination. Le pire, c'est d'être ignoré. On n'est pas ignoré, on est écouté. Parfois, comme on n'est pas dans la version officielle que certains voulaient avoir, à savoir la vie explose au Cambrien et puis ça va jusqu'au bout, pour certains, ça suscite une certaine curiosité, puis on discute. Et puis ce qu'on dit aux gens qui se posent encore des questions, moi je l'ai toujours fait, toujours, je vous invite formellement, je vous invite cordialement à venir à l'Université de Poitiers. On fera visiter la collection avec grand plaisir. Il y en a qui l'ont accepté, qui sont venus, et je peux vous dire qu'on voit très bien leur regard et leur point de vue par la suite, et vous verrez les choses de vos propres yeux. Nous, on n'a rien à cacher, on n'a pas 5 spécimens cachés dans un tiroir, qu'on monte comme ça et qu'on cache. Non, on a des choses qui sont absolument évidentes, qu'on met à la disposition de tout le monde, et d'ailleurs, ce sujet, on est en train de faire une bibliothèque numérique virtuelle, c'est-à-dire tous ces organismes-là, ils sont tomographiés en 3D, mettre en une belle analyse d'images, on les voit tourner dans tous les sens, magnifique. Au lieu d'avoir un musée où on va les poser les uns à côté des autres, on aura un truc virtuel qu'on peut voir soit sur un site internet, etc., soit sur un DVD.
Et on peut visiter la collection d'une manière extraordinaire. Ça, c'est mon rêve et on est en train de se battre pour le réaliser. On va le réaliser. C'est très coûteux, mais on va y arriver. Mais ça, c'est quelque chose qui va être mis à la disposition de tout le monde. Ceux qui peuvent venir, ils viennent. Ça m'est arrivé d'aller à Okinawa et ça m'est arrivé de recevoir des gens d'Okinawa pour voir les spécimens. Et d'ailleurs, c'est des biologistes qui travaillent sur les horloges moléculaires et tout ça. C'est pareil avec Tokyo. C'est pareil avec les États-Unis. C'est tous les gens qui voulaient venir, ils sont venus, ils ont regardé, on a discuté. C'est ça la science. Moi, je n'ai absolument rien à cacher. La collection est à la disposition de tout le monde qui veut voir et discuter. Et l'objectif pour moi, ou le plus important, c'est qu'il y ait une ouverture d'esprit, ne pas s'enfermer quand on n'a pas d'arguments. Il faut des arguments. Si on veut, disons, critiquer quelque chose, il faut apporter des arguments et on discute. Il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, je peux vous dire que entre 2010 et aujourd'hui, on a parcouru un long chemin, pas facile. Et moi, je le vois à travers les conférences invitées que je fais à droite et à gauche, que le point de vue a changé, parce qu'on a publié 2 papiers 2010-2014 sur la biodiversité, il y en a d'autres qui vont arriver, mais en même temps, on a publié d'autres papiers sur l'histoire d'oxygène dans les PNS en 2013. On a deux autres qui sont sortis récemment sur la spéciation d'arsenic. Tout ce qui concerne l'environnement de ces organismes. Parce que, une fois de plus, c'est bien beau d'avoir des super objets, un biota magnifique, mais si on n'arrive pas à caractériser son environnement, pour moi, ça reste, pardon, mais ça reste de la paléontologie de base. Et ça, c'est pas moi. Hein. Je veux dire, moi, j'adore les paléenvironnements, j'adore la compréhension de systèmes de fossilisation, les conditions physico-chimiques autour. Évidemment, le biota, c'est la cerise sur le gâteau. Mais moi, je ne me limite pas, je ne me focalise pas sur un spécimen joli que je montre. Je regarde l'environnement. Donc, sur la stratégie de publication, de vulgarisation, on fonctionne par étapes et on montre les choses au fur et à mesure. On ne montre que quand on a validé par une publication scientifique. Maintenant, la collection est ouverte à tout le monde. Ceux qui veulent voir ce qui est publié ou pas publié peuvent venir. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a une idée de comment ils vivaient, ces organismes? Est-ce qu'on a même une très vague idée? Ah oui, oui, non, mais c'est une question qu'on s'est posée depuis le départ. La question est de savoir, est-ce que c'est des organismes qui vivaient posés sur le fond, carrément, ce qu'on appelle le plantos, hein, carrément posés comme ça, ou alors c'est des organismes qui étaient très riches en flotte, hein, en eau. Hein. Ça, c'est pour ça que j'utilise toujours une texture médusaire. Une texture médusaire. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont des méduses, attention, hein, c'est à chaque fois je corrige. C'est une texture médusaire, c'est-à-dire que la microtomographie nous montre très clairement qu'on a des objets qui sont avec un tissu qui est flexible, gélatineux, très riche en eau. Ils me disent aujourd'hui c'est plus de 95% de flotte d'eau, et donc ils peuvent aussi, vu la densité, ils peuvent aussi se trouver en flottaison dans l'eau. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas ça, on l'a déjà dit. Opposés sur le fond. Donc voilà, après, ils ont besoin d'une symbiose avec les voiles bactériens, on en a l'appel, qui sont autour, qui les aident à s'organiser, à se conserver, et qui leur apportent aussi probablement, quand ils font de la photosynthèse, les voiles bactériens, un peu d'oxygène éventuellement. Si vous voulez, c'est là où on a vraiment besoin de biologistes. Hein, on commence à collaborer avec eux parce qu'eux, ils ont plus connaissance de ces organismes, des organismes de la biologie, quoi. Parce que nous, on n'est pas biologistes, nos limites, on connaît bien nos limites d'incompétence d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on va s'appuyer aussi, pas seulement sur des paléobiologistes, mais aussi des biologistes qui vont nous aider. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est ce que je vais dire. Après, j'implore tous les jeunes chercheurs, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas s'enfermer. Parce que c'est vrai qu'on apprend des choses quand on sort d'un master, quand on sort d'une thèse, d'un postdoc. On apprend beaucoup de choses. Moi-même, j'ai fait un postdoc. Personne ne nous a préparés, on n'a pas été préparés à ce qui pourrait arriver dans une carrière de chercheur. Et ce qui pourrait arriver, c'est les surprises. Il y a une part de hasard aussi, il y a une part de circonstances. Mais on nous a pas. Après, la curiosité, bon, on doit l'avoir en tant que chercheur, normalement, on doit l'avoir. Mais il faudrait absolument que, moi je le dis à mes étudiants, mais parce que je l'ai appris récemment, il faudrait absolument que les jeunes qui sortent soient ouverts d'esprit, ne pas s'enfermer dans des choses complètement, c'est comme ça, j'ai appris, je ne sors pas de là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la recherche sans multidisciplinarité. Ah, c'est très très intéressant. Parce que... Si vous avez le temps, il y a
grâce à mes collègues, parce que moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Il y a un blog, ils m'ont fait un blog, mes collègues de la communication ici, que je remercie beaucoup. Dominique Autain et Philippe Jalado, hein, de chez nous, qui est à Poitiers, à l'Université de Poitiers. Blog, vous mettez sur le Google, blog El Albani, vous allez tomber dessus. Bon, il y a pas mal de choses. Il y a les publications, la communication, les émissions radio. On a fait un film qui est dans tous les lycées-collèges maintenant, grâce aux moyens de l'Université de Poitiers et la Fondation de l'Université de Poitiers. On a fait un second film qui vient de sortir, qui est sur France 5, qui s'appelle La vie de point, le début du commencement, de 53 minutes avec France 5. Et ça explique les choses. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé de votre temps et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que dans le futur, vous allez encore avoir beaucoup de succès avec vos échantillons du Gabon et certainement trouver de nouveaux gisements pour soutenir vos conclusions. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.